Bonjour et bonsoir à tous, c'est Antoine alias Alubis pour une nouvelle vidéo d'après-match spécial Ligue des Champions Racing Club de Lens, PSV Eindhoven, match nul un partout. Beaucoup d'émotions encore une fois dans ce match exceptionnel de Ligue des Champions. On va débriefer ce match, noter les joueurs, et puis on va aussi parler un petit peu du sportif en parallèle. Il y a eu quelques petites annonces de l'équipe, on y reviendra, qui me semble plutôt logique en plus. Pour ceux qui n'ont pas suivi, au moins ils auront des petites infos. Voilà, on va commencer par ce 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire, Grady, Danso, Medina, à droite, Frankowski, à gauche, Machado, un milieu de terrain doublette, Salis Abdoul Samed, Nampalis, Mendy, et puis en soutien, Deliwai en pointe, Sotoka, Fuldini. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Moi, sincèrement, je pense que cette saison, c'est le meilleur 11 de départ possible. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur 11 de départ possible. C'est l'équipe type de ce lance 2023-2024. Tout le monde est à sa place. Frankowski à droite, c'est incomparable. Machado à gauche, c'est un des meilleurs pistons gauche de Ligue 1, voire peut-être même d'une partie des grands championnats, pour moi en tout cas. La défense, c'est la défense type de la saison dernière. Brice Samba, il n'y a rien à dire. Et puis la doublette, pour le moment, Diouf déçoit. Et cette doublette, Salis Abdoul Samed, Nampalis Mendy, semble être celle qui s'est un petit peu imposée par de ces matchs en Ligue des Champions et qui, pour moi, peut faire le travail en Ligue 1. Mais pour moi, ils font doublon. Et ça pose un énorme problème d'animation offensive et de ace-ball. Parce que le ace-ball est quand même basé sur un box-to-box capable de venir s'implémenter dans l'attaque. Et ben là, ça n'existe pas. Et ça pose un problème tactico-tactique dont je ferai part lors de l'analyse. Parce qu'on a les mêmes mots, les mêmes symptômes, les mêmes mots que en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ben, le problème, c'est que ça se paye cash. Maintenant, on a eu une super réaction. Je vais en parler dans le débriefing. On est capable de tenir tête au PSV Eindhoven qui a explosé tout le monde dans le championnat néerlandais. C'est quand même pour moi signe que cette équipe-là, ce 11 de départ-là, est capable sincèrement, je le dis. Alors après, il y a eu un coaching aussi, mais on va dire le groupe de titulaires avec les remplaçants assez récurrents est capable pour moi de battre au moins un tiers des équipes de Ligue 1 sans aucune difficulté. Et l'autre deuxième tiers en haussant un peu le niveau, mais pour moi, c'est inadmissible d'aller faire 0-0 petitement au Havre. Voilà. J'attends de voir cette équipe-là. Alors, il va encore faire tourner face à Nantes, mais il y a des joueurs qui ont très peu joué, qui sont rentrés et qui, pour moi, vont pouvoir être titulaires. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, cette équipe, elle est capable de battre Nantes à domicile et doit le faire pour recoller un petit peu au haut du classement de Ligue 1, mais pour l'instant, on va parler de Ligue des Champions. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai pensé de ce 11 de départ, 11 de départ type, 11 de départ attendu, 11 de départ que je souhaite, parce qu'il faut que les mecs soient à leur place, clairement. On parlera du reste après, on va commencer par Brice Samba. Brice Samba, j'ai mis la note de 6, match correct. Je trouve la première mi-temps extrêmement faible à la relance. Je trouve qu'il a vachement gâché ses relances au pied. C'était pas judicieux. Il a eu du mal à s'adapter au pressing très haut du PSV. Et il a relancé long de manière mauvaise. Et ses relances au pied sur les côtés étaient pas bonnes non plus. Ça me rappelle le mauvais Brice Samba du début de saison. Et puis en deuxième mi-temps, il a rehaussé le niveau et il a vraiment soulagé sa défense avec pas mal de belles prises de balles aériennes. Et puis les relances étaient quand même un petit peu plus de qualité parce qu'il y avait un peu plus d'espace. Voilà. Donc, ben, sincèrement, voilà, c'est un match correct. Il n'a pas été décisif sur la superbe frappe de Johan Bakayoko. On y reviendra dans le débrief, mais en tout cas, je trouve qu'il a fait des plus mauvais matchs que ça. Une des meilleures notes, Grady bien sûr, la note de 9. Excellent match de Grady qui a été monstrueux dans ce match-là. Très peu d'erreurs. Très peu d'erreurs. Il a bouffé son adversaire direct. Alors de temps en temps, il s'est fait un peu prendre parce que Lozano, c'est carrément un super joueur. Moi, ce mec-là, franchement, moi je kiffe ce genre de joueur. Hein, ça frappe sur le poteau.
C'est pas mérité vu l'activité qu'il a eue. Il a été vraiment bon, Lozano. Mais en tout cas, Gradit a été au niveau. Il a pris un nombre incalculable de ballons de la tête. Il a relancé proprement. Franchement, c'est c'est parce qu'il y a tellement de matière en équipe de France que, sincèrement, bon, après, j'y crois pas du tout, hein, mais il est pas loin. Pour moi, il est pas loin, Grady. Ouais, franchement, il est pas loin. Il est pas loin, mais à la place de qui? Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de propagande à faire. C'est bouché pour lui, mais pour moi, il est pas loin du niveau Ligue des Champions. Pardon. J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le gros Gradit, le Gradit très costaud qu'on aime. C'était vraiment impressionnant. J'ai mis la note de 8 à Danso, très bon match de Danso. Quelques petites approximations, puis après il est monté énormément euh, en gamme. Alors il a été élu meilleur joueur du match, mais moi je pense que ça aurait été Gradit ou Medina, ça aurait été peut-être un peu plus judicieux. Il a une occasion qui rate, il est un peu surpris par le ballon, mais tout au long du match, il est redevenu la machine Danso qui est imprenable et qui est capable de se projeter vers l'avant. Ça m'a plu, et quand cette défense-là est alignée au meilleur niveau, c'est une des meilleures d'Europe. Medina, j'ai mis la note de 9. Excellent match de Medina. Il est rentré dans la tête de Johan Bakayoko. La seule fois où ça n'a pas marché, ben, il a marqué. Mais sinon, il a encore été monstrueux. En fin de match, c'est lui qui se transforme en box-to-box. C'est pas normal. C'est là où bas blesse en fait. C'est que c'est pas normal. Même si on sait que Medina est capable de venir s'incorporer comme ça. Il l'a fait à outrance parce qu'il n'y a personne au-dessus capable de le faire. Et ça pose un problème stratégique. Mais en tout cas, énorme. Énorme. Je pense, après on verra ce que donnera le mercato estival, mais je pense que rien que tu vends tes deux charnières, tu fais ton équipe entière. Pour moi, Medina c'est au moins 40 millions d'euros, facile. D'en dessous, on n'est pas loin non plus des 30 à 40 millions d'euros. Déjà avec ces deux-là, tu les vends, tu refais une équipe entière, hein. Si t'as un bon recruteur, on y reviendra après. C'est largement faisable et il n'y aura pas que qui vont partir. Je pense qu'il va y avoir une énorme transition, phase de transition, melting comment dire, une fin de cycle énorme puisqu'on pourra pas aller en Europe, ou alors ça sera un miracle, on verra bien, mais je veux pas être Cassandre, mais j'ai du mal à croire que cette équipe-là puisse se placer dans les 8 premières places. Ça va être très compliqué, ou alors va falloir qu'ils haussent leur niveau de jeu. Ligue des Champions en Ligue 1, mais c'est très difficile pour ce groupe. Je pense que c'est très dur physiquement et que, mais malheureusement, ils sont lancés dans une course à la qualif européenne et que l'Europe sera là peut-être au printemps. Où ça serait terrible si on se qualifie pas. Même si, bon, bah après, c'est logique, hein, on est que petit poussé, mais ça serait terrible de pas se qualifier quand t'as 5 points au bout de la phase, enfin, la première mi-temps de groupe, quoi. Donc, voilà, mais je pense que si on négocie bien, on sera européen au printemps, ce qui veut dire que ça va nous poursuivre quand même encore un moment, l'Europe, donc plus la Coupe de France. Donc voilà, à part tout miser sur la Coupe de France pour être européen, et puis essayer de se maintenir en championnat, ça va être compliqué, donc il y aura pas mal de départs, c'est clair et net. Voilà, et eux, ils vont coûter très cher à ceux qui vont vouloir les acheter. J'ai mis la note de 7 à... oh non, je suis un petit peu dur. J'ai mis la note de 8 à Frankowski. Très bon match. Au départ, ça cafouille un peu. Il fait pas la première mi-temps de sa vie, mais il y a quand même des choses intéressantes. Quand je revois le match, je trouve que même sa première mi-temps, ça va. C'est pas non plus la débandade. Et puis en deuxième, il est monstrueux. Il est au four et au moulin. Son centre pour Wai, il est magnifique parce qu'il prend la bonne décision de centrer tout de suite et de ne pas tenter d'avancer. Encore une fois, il est décisif à droite. Il y a euh, il y a, j'allais dire, Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll, c'est Frankowski à droite, et puis Mr Hyde, c'est Frankowski à gauche. Il y a- je le dis, je le répète, à gauche, il n'est pas utile parce qu'il n'arrive pas à faire les différences, il n'est pas gaucher. Ça a surpris pendant 6 mois en Ligue 1 où il a enroulé 3 frappes dans la lucarne, mais je reste persuadé qu'il n'est pas du tout à l'aise à ce poste à gauche et qu'il est énormément plus utile et plus fort à droite. Voilà, il faut absolument que les pistons gauche soient au niveau pour que Frankowski reste à droite parce que c'est vraiment son poste, et il a une capacité de centrer monstrueuse qui le rend vraiment fort, et voilà, il l'a encore prouvé sur ce match.
Et j'ai adoré sa prestation. Une prestation que j'ai un peu moins adorée, c'est bien sûr match ado, match moyen, mais bon, c'est un match ado qui est hors du coup physiquement, hein. Il est crevé, on le disait en tribune, je revois le match, il a eu beaucoup de mal à accélérer, à donner de la puissance. Il a centré un petit peu, mais très peu. Moi, je pense qu'il est out physiquement. Le problème aujourd'hui, c'est la question Mawassa. On y reviendra dans le débrief, qui ne l'aide pas beaucoup, quoi. Parce que sincèrement, si Mawassa était à 100%, je pense que Machado serait beaucoup moins usé physiquement. Voilà. Mais après, c'est tout. Il a fait ce qu'il a pu. En tout cas, même en étant crevé, il est meilleur que son remplaçant. J'ai encore être dur, hein, mais bon, après, c'est comme ça. Alors, au milieu de terrain, c'est pas la même limonade. Moi, j'ai mis la note de 4 à Salis Abdou Samed. Alors, oui, il récupère des ballons. Je dis pas le contraire. Il a été meilleur, mais moi je trouve que l'utilisation du ballon, elle est vraiment, vraiment, vraiment mauvaise, quoi. Et beaucoup vont me dire que je suis sévère, mais moi j'attends mieux de Salis Abdou Samed. Moi je trouve qu'en fait il sait pas quoi faire du ballon. En première mi-temps, il a pas fait une bonne passe vers l'avant, mais ça on le sait, hein. De toute façon ça fait ça depuis le début de la saison. À la récup, il est beaucoup plus intéressant, il en a récupéré. Bah, par contre, il fait un nombre incalculable de fautes inutiles. Enfin, c'est grotesque, c'est grotesque. Et, euh, bah, je sais pas si ce milieu-là sera le milieu d'avenir du Racing Club de Lens, mais je pense qu'il va falloir reconstruire ce milieu-là. Après, il y a un joueur qui pète le feu, qui est derrière, c'est Hélène Aoui, mais il va avoir du temps de jeu de toute façon. Et je pense que lui, il peut faire du bien dans cette rota. Il n'est pas rentré, mais ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. On en reviendra aussi, mais en tout cas, moi, assez déçu, ça m'aide, même si le niveau de récup est très bon, il a récupéré beaucoup de ballons, mais l'utilisation c'est zéro, quoi. Voilà, c'est un peu le résumé de son match. C'est un peu mieux pour Nampalis Mendy, mais c'est moyen quand même. Alors Nampalis Mendy, techniquement, c'est très intéressant, il est capable de se dégager ou d'éliminer des adversaires, mais il n'a pas la puissance de projection qui était la sienne à Nice. Je me souviens qu'à Nice, il était capable de le faire, là, il ne sait plus le faire. Et le problème qui se pose avec Nampalis Mendy, c'est son statut. Il est titulaire pour apporter une grosse expérience à l'équipe, mais quand je vois le carton jaune qu'il prend et comment il réagit en Ligue des Champions, c'est grotesque. Et pour moi, ça fait perdre des points parce que c'est un manque d'expérience totale que d'aller foutre un coup de coude dans le ventre du gars et de faire semblant d'être étonné de prendre un jaune. En Ligue des Champions, ça pardonne pas ce genre de geste. Je sais pas. Moi, je trouve que même dans la gestion de l'énervement, il était vraiment un peu novice, je trouve. Et bah, ça pèse beaucoup dans la note parce que on attend de lui, puisqu'il est clairement un, euh, un gars qui est censé apporter une super expérience parce il a fait un peu de top club. Bah, je suis assez déçu. Voilà. Mais sinon, techniquement, il est bien meilleur que Samed. Maintenant, c'est pareil, hein, dans l'utilisation du ballon, c'était quand même un peu coup-ci, coup-ça. Les deux milieux de terrain, pour moi, ont failli dans ce match. Je pense qu'avec un peu plus de maîtrise au milieu de terrain, c'est un match qu'on peut gagner. Voilà, clairement. Ah, mais il y a d'autres choses qui font aussi qu'on ne gagne pas. On va en parler tout de suite. Sotoka, match insuffisant de Sotoka. Bah ouais, bah oui. Bah oui. Là, en fait, le problème qui se pose à moi, c'est que le Sotoka contre Toulouse et celui d'Arsenal, c'est le top Sotoka. Sauf que le top Sotoka, tu le vois un coup tous les 6 mois, et ça pose un vraiment problème. C'est pour ça que Sotoka, il joue à Lens, et pas dans un gros club de Ligue 1. Parce qu'on n'est toujours pas un gros club de Ligue 1, il faut le rappeler à certains qui nous voient là-haut. Non, non, on est un club qui commence à reconstruire un statut, mais on n'est pas un gros club de Ligue 1 au tenté. Et je pense que c'est pour ça que Sotoka n'est pas dans un gros club de Ligue 1, ou qu'aujourd'hui, il vit sa meilleure vie à presque que la pente de sa carrière, parce qu'il a démarré tard. Et je pense aujourd'hui que l'explication, c'est qu'il est incapable de tenir un top niveau sur la longueur. Et c'est le cas aujourd'hui, il est beaucoup moins bon que ce qu'il a été à Toulouse et Arsenal. Il y a peut-être une histoire de fatigue, mais il y a quand même un turnover, même si il sort pas tout le temps. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un excellent 6, mais il est nul en attaque. Voilà. Voilà, c'est clair. Je suis d'accord avec certains qui l'ont dit, moi aussi. C'est un excellent milieu de terrain, on va dire un peu défensif, mais il est nul en attaque. Voilà. Et ça pose un problème quand tu es milieu de terrain offensif de soutien de ton attaquant et qui est censé apporter des solutions, etc. Il y a un moment donné, il y a une occasion, il centre, il doit frapper, quoi. Frappe, tout le monde a gueulé frappe, mais il frappe pas, il sait plus frapper, il a peur de frapper.
Moi, je suis désolé, ça pose quand même un sérieux problème. Un sérieux problème. Et le problème deuxième dans là-dessus, c'est que lui n'est pas bon. Moyen Fujini, parce que le problème, c'est que je peux pas mettre une mauvaise note à Fujini. Tous les coups de pied arrêtés ont été divinement bien tirés. S'il y a une passe décisive, il a mis bien meilleure note. Dans le jeu, il y avait quand même des choses intéressantes. Maintenant, il y a un déficit physique incroyable chez ce joueur qui se fait vraiment bouger. Il a perdu quelques ballons, mais après, ça fait partie de son jeu de dribble. Mais il est loin le Fujini d'Angers, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un peu une énigme. Parce que quand il rentre, il fait des trucs de ouf. C'est un peu le même problème que Thomasson en titulaire. Il est un peu éclaté et quand il rentre, il apporte des choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut qu'ils apportent des choses directement en position de titulaire. Quand tu vois que ces deux milieux de terrain-là sont pas à la hauteur, bah, ça pose un problème tactico-tactique. Ils sont plus, on dirait qu'il n'y a plus de compatibilité au baseball dans cette équipe. Et ça se ressent. Ça se ressent dans l'animation offensive qui n'a pas été bonne. Alors, paradoxalement, bah moi je mets la note de 6 à Eli Wahi. Il marque un but exceptionnel. Son but, c'est un but exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il fait. Il prend l'extérieur du pied droit, il a ce match, c'est exceptionnel. C'est un super buteur. Hein. C'est un super buteur. Maintenant, sa nonchalance est assez irritante. En première mi-temps, il a fait un peu gueuler les tribunes parce il abandonne très vite. Il y a un peu de négativité dans sa gestuelle. Par contre, les prises de balles, c'est du très très haut niveau. Hein. À un moment donné, il y a une relance, il fait un contrôle vers l'avant. Après, il tente les duels. Bon, après, bah, il les loupe. Les défenseurs du PSV, c'est pas des pannes, donc c'est très compliqué à dépasser en un contre un. Il a tenté, mais dans le pressing, c'était pas ça. Et j'ai trouvé qu'il abandonnait assez vite. Maintenant, il reste sur le terrain, c'est une preuve de confiance de Franquet. 5 minutes après, il claque un but d'Anto. Enfin voilà, il mérite. Il mérite. Pour moi, il fait un match correct. Il fait un match correct parce que c'est l'attaquant de pointe. Et pour moi, l'attaquant de pointe, il est jugé à quoi? Au but. Voilà. Il peut ne pas avoir touché le ballon s'il claque un triplé. Pour moi, il fait un très bon match. Voilà, c'est clair. Donc, il marque un but. Il a fait ce qu'il avait à faire. Pour moi, le match est correct. Voilà. C'est tout. Maintenant, des fois, quand la presta est vraiment dégueulasse ou quoi, c'est vrai que je baisse un peu la note par rapport au fait même qu'il a marqué, mais qu'il est assez moyen dans le jeu. Mais là, aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Et les buts en Ligue des Champions, ils valent de l'or. Donc, je suis désolé, mais son but, il rapporte quelques petits millions d'euros au club. Donc, non, non, pour moi, c'est un match correct de sa part. Je pense avoir fait le tour. Les remplaçants. Alors, j'ai mis la note de 7 à Thomasson. Bah, moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée, Thomasson. Plein de vivacité. Des passes assez bien jouées. Je trouve où il a essayé de chercher des choses. Il a été vachement propre dans ses inters et dans ses mises en route de ses partenaires. Mais c'est comme ça qu'il doit jouer. Mais en fait, le problème, il est là parce que quand tu regroupes les trois qui sont les titulaires de ce poste-là de milieu de terrain de soutien, bah, c'est pas des notes monstrueuses non plus, hein, quand tu fais la moyenne. C'est 9 et 7, 16, divisé par 3, c'est moyen, quoi. C'est 3 fois 5, 15, quoi. C'est entre 5 et 6, donc c'est assez moyen. Et c'est souvent, vous verrez, vous regarderez un peu les vidéos, je me faisais la remarque, la plupart du temps, quand j'additionne les notes, à de rares exceptions près sur certains matchs, quand j'additionne les notes des milieux de terrain offensifs, on est guère proche du 6 ou du 5. Voilà. On a un qui fait une bonne prestation et les deux autres qui sont beaucoup plus que moyens. Alors sur les matchs où on a été très bon la plupart du temps, bah, ils ont une super note parce qu'ils ont été au niveau les trois. Mais c'est souvent la remarque que je fais. Pour moi, c'est un constat qui est sans appel. Tes milieux de terrain, ils sont pas au niveau pour jouer un baseball comme ça avec un seul attaquant. À un moment donné, Francaise, il va devoir tirer des conclusions de ça, je pense, j'espère. Enfin, je sais pas. Après, alors je sais, hein, sur Twitter, dès qu'on commence à parler de ça, ouais, mais envoie-y une lettre à Francaise, machin, t'as qu'à demander à Francaise, tu sais mieux que lui. Ah, s'il te plaît, arrêtez les gars. C'est un être humain, hein. C'est Dieu sur Terre. C'est Dieu sur Terre, moi je veux bien, hein, mais on peut quand même discuter de ses coachings. Depuis quelques temps, les coachings sont mauvais. Là, il a été bon, je vais le dire. Mais non, à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est Lens, c'est pas Francaise. Après, c'est vrai qu'on part sur une adulation, hein, parce que moi, c'est pas un reproche, mais c'est pas forcément très bon. Celui qui a l'ovation la plus grosse, celui où on en fait un peu plus dans le cérémonial de l'équipe titulaire,
c'est Francaise. Mais moi, ça me pose un gros problème. Parce que Francaise, il va pas rester ad vitam aeternam au club, quoi. Et, et voilà, son nom est scandé à plusieurs reprises. Ça me pose un problème, en fait. Voilà, ça me pose un problème, parce que je pense que tout centraliser sur un homme et considérer que Lens aujourd'hui, c'est Francaise, moi, ça me pose un problème. Maintenant, j'adore Francaise, c'est un super entraîneur, il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, il faut clairement l'afficher. Si t'es 15e de Ligue 1 avec 8 buts marqués en 9 matchs, que tu fais un pauvre match nul face au Havre, 0-0, que ton mercato est pas qualitatif, il y a un mec à mettre derrière, c'est quand même Francaise. Donc il est premier responsable du sportif. Donc pour moi, il a à mettre en cause. Donc le problème aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas mettre en cause Francaise. Moi, si vous voulez. C'est du même acabit que les gens qui disent que Montagnier c'est une merde alors que c'est lui qui a permis de faire les premières pierres qui aujourd'hui permettent à Lens d'être en Ligue des Champions. Mais ça, les gens en fait ils ont du mal à faire de l'équilibrage dans l'analyse des choses. Donc bah c'est tout, tant pis. Mais voilà, c'était juste la petite remarque, en tout cas, la petite remarque. Un autre qui a plutôt une bonne note, et je suis assez surpris, et franchement bien, c'est Pereira da Costa. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Techniquement très propre. J'ai trouvé qu'il avait apporté des choses. Je l'ai trouvé concerné. Je l'ai trouvé vif, affûté, capable de nettoyer les ballons, de bien les donner. Moi il m'a plu. Il m'a plu vraiment. Il m'a plu. Alors j'y croyais plus. Hein. Je l'ai dit sur Twitter en plus avant le match, j'y croyais plus. Mais quand il y en a un qui a dit il va faire rentrer Pereira da Costa, je me suis dit c'était possible. Et ça m'a pas surpris qu'il rentre en fait. En même temps, il n'y a pas d'autre solution sur le banc, à part Guy Lavogui. Mais il a fait des bonnes choses. Est-ce que c'est le déclic qui va le relancer? Il faut l'espérer parce que lui, avec son profil, il est capable d'apporter ce qui manque à cette équipe au milieu de terrain derrière l'attaquant. Voilà, moi je le dis sincèrement, il n'a pas perdu son talent, hein, mais il était clairement éclaté depuis des mois et des mois et des mois avec un manque de motivation, des prestations médiocres. J'espère pour lui, pour relancer sa carrière, que cette entrée en Ligue des Champions va le booster. On va peut-être le revoir face à Nantes, pourquoi pas. Dans un milieu de terrain, Thomasson, Pereira da Costa, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, voilà, il a fait une entrée plus que réjouissante, sincèrement. J'ai mis la note de 6 à Saïd. Bah, il fait une entrée correcte. Bon, après, clairement, offensivement, c'est très compliqué pour lui. Moi, je trouve. Alors, il a mis un très joli but, c'est vrai, en Ligue 1, mais je trouve qu'il gère mal ses têtes, il gère mal ses prises de balles dans la surface. J'attends mieux de Saïd. En tout cas, bon, c'était pas une mauvaise entrée, mais il s'est battu, c'est vrai. Mais ça mérite pas. Comparé à Pereira da Costa et Thomasson, c'est un peu en dessous. Donc, je suis obligé de mettre la note un peu plus basse parce que sincèrement c'est compliqué pour moi de mettre autant que Pereira da Costa et Thomasson, donc ça veut dire qu'il a un petit peu cran en dessous, mais ça veut pas dire qu'il a fait une mauvaise entrée non plus. Par contre, quelqu'un qui a fait une mauvaise entrée, c'est la meilleure note du match, hein, c'est Guy Lavogui. Hein. Oh, la très mauvaise entrée, toi. Oh, l'entrée de Boucher. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit que c'était un mauvais choix. Moi, je le sais, je le sens. Après, voilà, j'aimerais qu'il me donne tort. Mais pour moi, c'est une erreur de casting totale. Rien que le prix du joueur, je sais pas. Je comprends pas pourquoi on a été chercher un profil comme ça, à faire les laborantins. La première partie du mercato, c'est une partie laborantin, quoi. Si on fait de la potion, c'est comme les enfants, on mélange des trucs, ça va mousser. Mais ça mousse pas du tout. 4 millions d'euros, c'est 1 million d'euros de moins que Medina, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Mais il est pas du tout au niveau de ces joueurs-là, c'est une foirade. Il est meilleur sur un côté, de toute façon c'est un ailier, donc il rentre en attaquant, il est Osef, c'est pas un avant-centre, c'est un ailier. Mais il a été catastrophique. Très mauvais match. Pas catastrophique, mais très mauvaise entrée. Les prises de balles pourries. Alors il fait des bons appels, mais il utilise très mal le ballon. Il sait pas le contrer. Il sait pas le contrôler. À un moment donné, il y a une occasion pour centrer. Il envoie un centre au troisième poteau. Tout ce qu'il a fait était mauvais. Tout ce qu'il a fait était mauvais. Mauvais. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un backup de ce niveau-là en Ligue des Champions. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est une erreur totale. C'est un gars, il doit pas rester au club. Si c'est lui qui doit prendre la suite de Wai, de Thomasson et de Fulgini et de Sotoka,
Waouh, on va se mouiller la nuque hein, l'année prochaine. Hein. Ah, c'est impossible. Et puis attention, c'est pas un jeune joueur. Hein, parce que tout le monde croit que c'est un gamin. Et il va avoir 26 ans. Hein. Il est de 98. Hein. Il a 25 ans. Hein. Il est de 98. Il est né en début d'année 98. Il va avoir 26 ans, mon gars. Il a. Bah, je veux dire, la, la marge de progression, elle est très, très, très fine. Non, mais je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, tu laisses partir. Tu laisses partir le géant polonais. Bon, tu laisses partir le géant polonais, tu laisses partir Buxa. Pour des raisons qui me semblent évidentes. Il a pas joué de l'année. Francaise a horreur des joueurs. A horreur des joueurs de. Comment dire d'appui. Il a horreur des joueurs de pivot. C'est pas son style de jeu. Ok. Mais lui, il est ni pivot, ni joueur de profondeur, ni dribbleur, ni buteur, ni. Ah, il a marqué un but, ouais, ok. Ok, il a fait une belle tête face à Séville, qui aurait déjà dû mieux être mise. Ah non. Et même dans les tribunes. Hein. Oh là 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 là. Ah ouh. C'était ça. C'était ça. Donc non, c'est une entrée de Chartier, je suis désolé. Voilà. Alors je sais qu'on est en construction, qu'on n'est pas un grand club au tenté, mais à 4 millions d'euros, tu peux aller faire autre chose que Guy Lavogui, je suis désolé. On l'a surpayé totalement. Et ça, on s'est fait niquer. Hein. Ça, c'est ce mercato Till Hayes a été éclaté au sol. Je le dis maintenant parce que là, j'attendais de voir au bout de quelques mois pour donner un avis définitif. Éclaté au sol. Éclaté au sol. Il y a des bonnes trouvailles, mais il y a des joueurs, c'est des flops totaux. Pour le moment, en tout cas. Mais lui, il en fait partie. Hein. Oh là là, l'entrée catastrophique. J'ai mis la note de 4 à Idara, bah c'est insuffisant, hein. C'est insuffisant, mais encore une fois, je peux pas le charger, il joue piston. Alors c'est pareil, moi ce qui me dérange aussi dans la gestion de cet effectif, c'est que t'as Francaise qui nous sort en interview, Aïdara ne sera qu'un défenseur central dans la rota de la défense centrale, il joue piston depuis le début de la saison. Tu recrutes Mawassa en urgence, mais ça c'est pas Francaise, c'est Arnaud Pouille qui prend les rênes avec JO parce que le mercato est pas bon. Mais il est pas prêt, quoi. Il est pas prêt, et c'est ça qui pose problème. Parce que Fetou Mawassa, pour moi, l'avoir regardé les matchs de Ligue 1, l'avoir vu à Rennes, parce que c'est une légende du Stade Rennais, et puis son prêt à Montpellier, il est capable de défendre, d'attaquer. Il est hyper complet comme piston. C'est l'ancien capitaine du Stade Rennais, il faut quand même le souligner. Pour être capitaine du Stade Rennais, il faut déjà avoir un statut monstrueux. D'ailleurs, le nouveau capitaine, c'est Bourrigaud. En parlant de statut, on voit le niveau du gars en termes de football et puis d'aura. Ah, je suis désolé, il est pas prêt le gars. Et on arrive au mois de novembre, ça commence à peser. Ça pèse dans l'équipe. Parce qu'au final, t'es obligé de mettre Frankowski à gauche parce que Machado, il est complètement fumé. Bah, il est sélectionné en Colombie, il fait des voyages de Mongol. Derrière, faut Mawassa, faut pas Aïdara. Mais je vais être franc, même en décès, Aïdara, je le trouve moins bon que Kuzanov. Pour moi, Aïdara, il fait partie de la fin de cycle de ce club-là. C'est pareil, il va falloir lui trouver un jeune remplaçant, soit prendre Gagnou du centre de formation. Mais bon, on connaît Francaise, on sait comment ça marche, donc ça sera un recrutement. Mais ça pose un problème quand même. Ça pose un gros problème quand même. Voilà. Je suis assez circonspect et son entrée est pas terrible, quoi. Il défend très mal. Offensivement, ça a été zéro, mais ça le sera toujours, puisque ça n'a jamais été un piston offensif. Donc voilà, mais c'est par défaut. Moi, j'attends de Mawassa qui rentre quand même face à Nantes, ou qui joue un petit peu, parce que c'est quand même compliqué. J'ai mis la note de 7 à Franquet, bien sûr, un bon coaching. Hein. Il décide de conserver Wai sur le terrain et de sortir Sotoka, qui pour moi, c'était mérité. Derrière, tu marques, donc le coaching est bon. L'équipe de passe est cohérente. Voilà. Mais après, je trouve que son banc est pas qualitatif et qu'il en souffre encore, mais qu'il en est là responsable, puisque c'était lui avec Thiel qu'on construit le mercato. Donc maintenant, il fait qu'avec ce qu'il a. Mais en tout cas, voilà, le coaching a été bon. Ça n'a pas été le coaching face au Havre où il a été assez pisse-froid. Là, il a clairement cherché la légalisation et de mettre de l'offensive. Ça a fonctionné. Donc, faut qu'il applique ça en Ligue 1 et qu'il arrête de jouer petit bras en Ligue 1 dans les coachings. Parce que face au Havre, c'était assez décevant quand même de claquer du défenseur là. J'ai pas compris le truc. Voilà. Mais là, en tout cas, ça n'a pas été le cas, ça a été vachement intéressant. Voilà. Voilà pour la partie notation. Dans les commentaires, vous me direz si vous êtes ok avec ça. Toujours actif dans les commentaires, c'est super cool, merci les gars. Et on va, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, ici c'est ouvert, on n'est pas comme chez certains où
On n'est pas ouvert dans le débat, bien sûr. Moi, j'écoute, je lis les commentaires. On peut ne pas être d'accord avec moi. Des fois, peut-être, je m'exprime mal, donc je précise un peu dans les commentaires. Mais ça va. J'ai quand même une commu assez bienveillante, qui parle bien, qui est respectueuse, qui est d'accord ou pas avec moi, mais qui écoute quand même les analyses et les argumentations qui sont les miennes. C'est vachement ouvert et ça fait super plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'essaye de répondre à tout le monde. Quand je peux, bien sûr, hein, je suis pas toujours disponible, mais en tout cas, voilà. C'est une chaîne qui évolue bien et qui prend une bonne tournure et une bonne ambiance. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, parenthèse fermée. Alors, le briefing. Ben, en fait, on fait du lance. Du lance 2023-2024, hein, je te parle. C'est-à-dire que sur les 15 premières minutes, on est un petit peu bousculé en début de match, et sur les 15 premières minutes, on fait le lance qui pète, qui claque. Il y a des occasions. Alors Machado, c'est vrai, en plus j'en ai pas parlé, mais ça rentre dans la ligne de note. Il loupe complètement un but, hein. Il doit pas faire ça. Un Machado à 100% dans sa tête, physiquement, il frappe, il envoie une frappe de mule, il y a but sur cette occasion. On doit conclure ces 15 minutes sur un but. Et ça nous pose problème depuis le début de la saison. C'est qu'on a 15 minutes où on joue bien, mais on ne sait pas mettre des buts. Donc c'est un peu compliqué. Et puis après, ben, on plonge. Voilà, on plonge. Le PSV, c'est pas une équipe de peintres. Ils ont fait 30 points. Ils ont marqué 3 buts par match, je crois, en moyenne dans le championnat néerlandais. Ils nous mettent quand même un peu à l'amende. Ils nous mettent à l'amende entre la 15e et la 40e minute. On est mis à l'amende, ils conservent un peu le ballon, on a du mal à exister, ils nous mettent un sacré pressing, Lozano fait très mal, Johan Bakayoko est surveillé de près, mais il est quand même assez dangereux. Il y a Scooten, je sais pas comment on dit, Scourton ou je sais pas quoi là, au milieu de terrain, putain il est vachement bon le gars là. Je sais pas qui c'est ce mec là, mais Shooten, je sais pas comment on dit, Scouten, il disait Scouten je crois à Canal quand j'ai revu le match. Putain, il était bon. Oh, au milieu de terrain, il gérait tout le tempo du match, les prises de balles, les récupérations de ballon, 2-3 accélérations, les passes hyper précises. Très haut niveau, le gars. Très très haut niveau. C'était vraiment impressionnant. Il a impressionné les tribunes, hein. C'est celui qui a le plus impressionné, Scouten. Voilà, on s'est fait dominer par une grosse équipe qui nous est, je pense, supérieure, quand même, faut le dire. Et puis c'est tout, la mi-temps se termine là-dessus, 0-0. Bon, je me dis, on se dit en tribune, bah, c'est con, on aurait dû marquer ce but, ça aurait peut-être changé le match, parce qu'on aurait eu peut-être plus d'espace, parce qu'on n'en avait pas forcément toujours de l'espace, ou alors il était très mal exploité par les deux milieux de terrain défensifs, et puis par les milieux de terrain de soutien qui n'ont pas été non plus mirobolants, même si les coups francs... les corners tirés, les coups francs tirés par Fujini ont été très bons et ont mis en danger l'équipe du PSV. Ça restait quand même assez terne offensivement, clairement. C'est une première mi-temps un peu terne de notre part et le PSV a fait un peu de gestion. Ils se sont dit si on plante un but à l'arrache, ben, on peut gagner ce match. Mais en fait, c'est un peu le scénar du début de la deuxième mi-temps. Parce que en deuxième mi-temps, le PSV appuie un peu sur le Jampi. On baisse un peu de pied. Je trouve que même en première mi-temps, j'ai trouvé qu'en fin de première, on avait un coup de mou physique aussi. C'était l'impression que ça donnait, j'en parlais au gars à côté de moi en tribune, on a l'impression d'avoir un coup de mou physique, notamment Machado. Et en début de deuxième, on se fait un peu rentrer dedans. Et je trouve qu'on répond, mais à un moment donné, on a calé. Et Bakayoko fait une dinguerie, la frappe elle est magnifique. Mais d'ailleurs, il est très bon, hein, Suhan Bakayoko. Très jeune, très perfectible, mais vraiment très intéressant, très bon. Et on est mené. Et bizarrement, ça nous libère. Derrière, il y a un petit peu d'énervement, de frustration. Et derrière, le rouleau compresseur lensois se met en route. Les coachings, ils sont bons. Wai reste sur le terrain, il fait rentrer des gars qui redynamisent un peu les choses. Et bim, bim, but, égalisation. Et derrière, c'est fini. Une PSV lâche physiquement. Et derrière, on les assomme. Et on envoie ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire le pilonner, pilonner, pilonner. Malheureusement, la deuxième partie du coaching n'est pas efficient puisque Guy Lavogui rentre en mode Casper. Et du coup, on est beaucoup moins intéressant offensivement. À un moment donné, quand Wai sort, on est moins bon. Voilà, parce que je pense que Saïd et Guy Lavogui ne sont pas à la hauteur. Et du coup, on est beaucoup moins dangereux. Maintenant, ce qui a été intéressant, c'est que Pereira da Costa a apporté beaucoup au milieu de terrain. Ça peut être intéressant à voir avec 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 Wai. D'ailleurs, ils ont l'air d'avoir commencé à avoir une entente de jeunes
Peut-être que ça peut marcher sur un moment donné, ils ont peut-être un feeling qui se crée. Donc à voir parce que ça commence à danser sur les buts et tout. Donc voilà. Alors il faut pas que Pereira da Costa commence à l'abdou sabelliser là, sabelliser. Concentration sur le terrain et pas sur danser quoi. Mais en tout cas il y a un feeling, ça peut être intéressant, ça peut être à suivre. Et malheureusement, je pense que la dernière partie du match, euh, c'était vachement équilibré. Et les équipes auraient pu gagner ce match l'une ou l'autre. Euh, pour moi, le match nul est mérité. Parce qu'on n'a pas su encore une fois jouer 90 minutes. Je pense que c'est le beau de cette équipe. Je pense que physiquement, il y a quand même un problème de continuité. Et je pense, et ça c'est mon premier conclusion du débrief, je pense que cette équipe-là n'est pas faite pour jouer comme elle jouait l'année dernière. Voilà, c'est tout. Le problème aujourd'hui, c'est le doublon au milieu de terrain, où je pense qu'Elan Ayoui pourrait avoir un rôle à jouer dans ce box-to-box, parce qu'il est capable, lui, d'éliminer et de se projeter. Andy Diouf est hors du coup pour le moment, il n'est même pas rentré. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse le point avec son coach et qu'il montre d'autres choses. Il est très jeune, hein, il a à peine 21 ans, hein, donc c'est un très jeune joueur. Le fait qu'il sorte de l'équipe de Thierry Henry, le fait qu'il ne joue plus à Lens, il va falloir qu'il bosse, qu'il bosse, qu'il bosse pour revenir, remontrer des choses. Le talent est là. Euh, Parce que je vois quelques tweets sur bah ouais, mais au final, il joue des équipes en carton l'année dernière. Ouais, non, les matchs de Coupe d'Europe, ils étaient bons. Ils étaient bons, moi je l'ai vu. Mais clairement, ça fonctionne pas pour le moment. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Et puis voilà, ce baseball est peut-être plus compatible avec l'effectif. Ou alors il y a un problème. Le baseball était peut-être hyper concentré sur Seko Fofana. Est-ce qu'il faut pas jouer un peu plus différemment? C'est possible. J'en sais rien. À voir. Peut-être que Wai a besoin de quelqu'un autour de lui. Moi, j'en suis même persuadé. Est-ce que c'est pas mieux de jouer avec un seul milieu de terrain offensif et peut-être Soto Kawai en pointe? J'en sais rien, je sais pas. Mais je pense qu'il faut trouver des solutions pour que cette équipe reperforme. Voilà. Alors, la conclusion, c'est qu'on a 5 points. De match nul, une victoire. Alors j'ai pas été assez clair sur Twitter, mais je pense que si on va chercher le point du nul sur un des deux matchs à l'extérieur, on aura 6 points. Je pense que la qualif va jouer à 9 points. Euh, Surtout si Arsenal remporte son match à domicile face à Séville, Séville sera presque éliminé. Ce qui voudra dire qu'on sera presque sûr d'être troisième. Je pense que si on va chercher au moins un point sur un des deux matchs à l'extérieur, au final, la finale pour jouer l'Europe se jouera face à Séville à domicile. Séville qui pourra plus rien jouer parce que de toute façon, ouais, c'est ça. Ouais, enfin non, pas plus rien jouer quand même parce qu'au final, ouais, il faut vraiment qu'on fasse un match nul pour être à 6 points pour que même si Séville gagne face au PSV, il ne soit qu'à 5 points. Et qu'on ait toujours un point d'avance et que de toute façon Séville doit gagner chez nous pour être européen. Maintenant, je parle européen, je parle pas forcément de la deuxième place, c'est un groupe hyper homogène, mais je pense que c'est un peu le destin de ce groupe, quoi. Ça va jouer sur nos performances à l'extérieur. À nous d'être solides. Le PSV, ça va pas être un cadeau, ils vont devoir jouer bien plus offensif face à nous là-bas. Attention aux supporters, hein, parce que en barge de sol et hooligans hollandais ont foutu un peu le bordel à Lens, ont balancé des sièges à l'habitant. Donc les camarades qui vont là-bas, moi j'ai décidé de pas. Je pouvais avoir des places, mais j'ai décidé de pas y aller. Je suis pas sûr d'avoir du monde avec moi et je veux pas me retrouver me faire casser la gueule autour du stade parce ils vont chercher les Lensois. Donc attention à vous les indeps, parce que dans les groupes c'est un peu plus facile de soutenir, mais les indeps faites gaffe à vous parce que il va y avoir une chasse à l'homme, c'est sûr et certain. Dans certains forums néerlandais, j'ai eu deux trois copies, ils ont dit on va les attendre, on va les niquer. Donc voilà, moi j'ai décidé que j'irai pas parce que je veux pas me faire péter les dents. Donc tant pis, il n'y a pas de déplacement en Ligue des Champions, je m'en fous. Tant que je vois tous les matchs à domicile, c'est le principal. Donc voilà, on est en bonne place. Maintenant, il faut se reconcentrer sur la Ligue 1 et puis enchaîner puisqu'il y a Nantes qui arrive samedi. Il faut battre Nantes. Si on veut pas être dans la galère toute la saison, il faut battre Nantes. Parce que si on bat Nantes, on est à 12 points. Voilà, on se replace dans le cœur du. On va se replacer un peu dans le cœur du peloton au niveau en termes de distance de points. Puis derrière, il faut relancer la machine pour essayer de regrappiller, puis de s'installer pas trop loin du top 8 pour être un peu tranquille, un peu reposé. Peut-être jouer avec moins de casseroles au cul, moins grosse caravane, quoi.
en tout cas. On va parler un petit peu du sportif. Il y a eu l'article de l'équipe euh, qui, euh, qui parle de l'arrivée probable d'Herbert, l'ancien directeur sportif du PFC. Alors, il a une super cote, hein, ce gars-là. Il a même travaillé avec Antero et Henrique à Paris. C'est un mec qui a réussi à faire arriver de très bons joueurs au PFC. Il a quand même un sacré réseau, ce gars-là. Il est assez jeune, 39 ans, un peu un profil à la J-Solfi. À voir ce que ça peut donner, mais il serait directeur technique sportif avec bien sûr une rétrogradation de Thiel, mais ça c'est normal, il a foiré son mercato, donc c'est logique qu'il soit sanctionné. Dans cette, comment dire, dans cette, euh, dans cette direction, il n'y a pas d'état d'âme. Thiel avait le pouvoir du mercato avec Francaise. Ce duo s'est foiré, clairement, faut le dire aujourd'hui. Quand on voit les résultats, il y a un foirage. Parce qu'en plus, comme il s'est concentré sur le mercato, Francaise, il a peut-être pas remobilisé mentalement son effectif de base, qui a été un petit peu dépassé. Pour moi, sincèrement, je pense que Grégory Thiel va. J'ai du mal à croire qu'il accepte une rétrogradation, donc il est possible qu'il y ait une rupture conventionnelle de contrat et puis il va se barrer à Nice avec J-Solfi, c'est sûr et certain. C'est déjà écrit, hein, moi j'en suis sûr. Mais, euh, mais voilà, ça me semble logique. Alors Herbert va sûrement venir avec un directeur du recrutement extérieur, peut-être qu'il aura choisi un gars qu'il connaît bien et qui va peut-être juger capable d'apporter des solutions en termes d'hommes pour le mercato lensois et des exigences de Francaise. Euh, enfin, si Francaise reste, hein, parce que moi je mets une piécette sur le fait qu'il partira l'été prochain, mais bon, ça n'engage que moi. Hein, mais pour moi, je le vois à Rennes. Voilà. Je le dis sincèrement. Moi, je sais que beaucoup de supporters rennais le surveillent de très près, que comment dire, dans la logique un peu régionale de ce que veut faire les propriétaires du stade rennais, euh, il pourrait coller carrément à l'ADN. Quoi. Il a été à Lorient pendant un moment, il connaît très bien cette région. Moi, je le vois à Rennes. Voilà. Soit à Rennes, soit en première ligue. Mais je sais pas. Pour moi, il est là jusqu'en 2027, mais ça m'étonnerait qu'il reste, surtout s'il n'y a plus rien à gérer. J'ai du mal à le voir repartir sur un cycle de renouveau, mais à Lens, avec des objectifs plus bas que ce que lui peut prétendre. Donc j'ai du mal à croire qu'il soit là l'année prochaine. Voilà. Alors après, c'est pas un vœu, hein, j'ai pas dit que je voulais qu'il s'en aille, hein, mais je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit là l'année prochaine. Herbert doit venir rapidement parce qu'il va pouvoir aussi décider avec la direction de quelle direction post-Hayes on va aller. Ben, attention, là je m'avance, hein, mais en tout cas, voilà. Le directeur technique, il va avoir une très très grosse responsabilité sur la fin de cycle de l'été prochain. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Alors ensuite, je voulais revenir sur Chichouba, qui a fait encore un super match en Youth League. Moi, j'ai du mal à croire que ça soit une histoire d'âge ou d'incompatibilité sportive. Parce que le gamin a des choses à apporter, même s'il n'est pas dans un registre haysien, il peut rentrer en fin de match pour apporter sa fougue. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais 0-0, tu peux aussi mettre un mec qui pense à l'attaque et qui est peut-être moins dans le pressing, mais qui peut récupérer des ballons et les bonifier, des ballons pas sur des passes, etc. Il est capable de faire la différence et de faire sauter la banque. Moi, je pense que c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire de talent. Moi, je pense qu'il y a un problème ailleurs. J'en sais rien où. C'est attention, c'est un sentiment, hein, je lance pas de rumeur, je dis pas il y a un problème, j'en sais rien. Je dis juste que moi je ne vois qu'un problème extra-sportif pour expliquer la sous-utilisation de ce gamin. On parle même pas de titularisation, je parle de temps de jeu, quoi. De temps de jeu. Quand tu vois certaines prestations, il pourrait largement rentrer dans la rota au milieu de terrain et jouer 10 minutes en fin de match. Surtout que DPDC vient de le faire. Donc je pense qu'il y a moyen de le mettre en rota avec DPDC. Maintenant, après, voilà, il va falloir sortir un gars du groupe. Pour moi, il y a des mecs qui sont pas forcément utiles dans ce groupe-là. Je parle d'Aïdara. Je suis désolé, mais ça va être dur. Mais si pour moi Mawassa est prêt, Yakuzanov, Mawassa, pour moi, tu peux faire sauter Aïdara pour remettre un milieu de terrain offensif supplémentaire. C'est un avis. Hein. Mais j'ai rien contre Aïdara, mais pour moi, je pense qu'il est plus haut niveau pour être dans le groupe régulièrement en Ligue 1, quoi. En Ligue des Champions. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, je pense que Chichouba a de l'avenir chez nous. Le problème, c'est que Franquet ne sait pas jouer les jeunes. Voilà. Il a une étiquette de coach formateur parce qu'il était à la formation, mais je pense qu'il ne fait pas jouer les jeunes.
Sincèrement, ça fait 4 ans qu'il est là, à part Pereira da Costa. D'ailleurs, je trouve que même c'est dans l'excès inverse parce qu'il il, il force à mort sur Pereira da Costa, mais très peu de jeunes joueurs ont joué. Alors, est-ce que c'est une histoire de niveau? Peut-être. Moi, je trouve que la Bolascari avait montré certaines bonnes choses. Euh, le reste, voilà, Ibrahima Baldé avait été utilisé en Coupe de France, il avait été aussi pas mal, mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes ont plus besoin de jouer des matchs de Ligue 1 qu'avant, et qu'il y a une certaine forme d'impatience de ces jeunes-là qui les fait sous-performer. C'est aujourd'hui, c'est le football moderne, les joueurs sont de plus en plus jeunes, et j'ai l'impression que là-dessus, il a un peu de mal, quoi, Francaise. C'est le seul truc, un peu. La gestion du temps de jeu, et l'utilisation des jeunes. Après, on va me dire, ah, mais les conditions sont machin. Mais quand il fait rentrer Chichouba, on prend une branlée par Monaco. Et pourtant, il le fait rentrer quand même. Donc je pense que, sincèrement, c'est pas une histoire comment dire, de, de faire rentrer un joueur dans des conditions optimum. S'il est bon, il joue bien. Même si c'est la misère, le match, etc. Il est censé être un peu un changeur de jeu, un game changer. J'aime pas trop parler avec des anglicismes, mais voilà, il est capable de faire, il est capable de faire basculer le jeu. Voilà, c'est ce que je voulais dire en français. Je fais très peu d'anglicisme, j'en fais, mais j'aime pas ça. J'essaie de, je sais pas, j'ai été éduqué comme ça, mais voilà, il est capable de faire basculer le jeu, de retourner la table. Et je pense que c'est pas une histoire d'environnement positif par rapport au match. Parce que là, si on attend d'être huitième pour lancer les jeunes, on n'y sera pas avant le mois de janvier, il sera parti au mercato d'hiver. Et c'est dommage pour moi, parce que tu te passes d'une belle arme, d'un gamin qui a du très très haut niveau, il est hyper jeune. Alors il est hyper jeune, donc ça veut dire qu'il il peut pas prendre du grand temps de jeu en Ligue 1. C'est pas ce que je dis, mais au moins jouer quoi. Au moins jouer quelques minutes. Pareil pour Oscar Cortez, hein, qui a été en N3 intéressant, il a fallu marquer un but, mais il était hors jeu. Il montre de très belles choses offensivement, ce gamin. Donc j'ai envie de les voir et j'ai pas envie d'attendre la Coupe de France. De toute façon, ils s'en iront avant. Donc, moi, ça me fait chier. Parce qu'en plus, tu perds des joueurs. Parce qu'il va y avoir la Cannes. Qu'il va y avoir des équipes qualifiées en Cannes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de recruter des gars derrière eux, de dépenser encore du pognon. Ouais, ça me paraît énorme, quoi. Ça me paraît énorme. Déjà qu'il va falloir remplacer Guy Lavogui s'il est qualifié. Ça me paraît énorme. Il faut pas se passer de ces jeunes-là. Il va falloir les faire jouer, quoi. Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous samedi, enfin, dimanche ou lundi, bien sûr, pour le débriefing de Lens-Nantes. Allez, Lens, on est bien lancé. Maintenant, il faut reconquérir la Ligue 1, retrouver le goût de la victoire, enchaîner. Il faut montrer des choses. Voilà, c'est ce qu'on attend tous. Et cet effectif a la capacité pour le faire. Ciao à tout le monde!